Bonjour à tous, je m'appelle Taïfam et je suis réanimateur dans le service MIR du Kremlin-Bicêtre. Bonjour, je suis Martin Ress et je travaille à la Pitié-Salpêtrière dans le service de médecine intensive réanimation. Dans ce diaporama, nous allons vous présenter la démarche diagnostique à suivre devant un épanchement pleural liquidien. Nos liens d'intérêt sont présentés sur cette diapositive. Et sur cette slide, vous pouvez retrouver les objectifs pédagogiques selon le CMIR. Au cours de cette présentation, nous vous proposons de voir ensemble les éléments du diagnostic positif d'épanchement pleural liquidien, de décrire les signes de gravité et les diagnostics étiologiques et différentiels, la réalisation de la ponction pleurale, qui est un des examens clés de la stratégie diagnostique, et puis de voir ensemble le diagnostic de pleurésie au cours d'une infection respiratoire basse, d'étudier les indications de l'imagerie et de voir ensemble quelques exemples de radiographie de thorax et de scanner. L'espace pleural est une cavité virtuelle au sein de laquelle règne une pression négative et qui participe au maintien du poumon en expansion. Le liquide pleural est produit par la plèvre pariétale de l'ordre de 5 à 20 ml par jour et résorbé par les pores lymphatiques situés entre les cellules mésothéliales de la plèvre médiastinale et pariétale. C'est le déséquilibre entre sécrétion et réabsorption qui donne notamment naissance aux pleurésies. Un épanchement pleural liquidien est appelé pleurésie et est toujours pathologique. Taï, est-ce que tu pourrais nous décrire la façon de mener l'examen clinique d'un patient suspect d'un épanchement pleural liquidien? Oui, bien entendu, Martin. Comme dans toute situation médicale, il convient de faire un examen clinique structuré. Cet examen clinique comporte un interrogatoire qui vise à savoir si la douleur est homolatérale, si elle est latéro- ou basithoracique, est-ce qu'elle est rythmée par la respiration, augmentée par les changements de position, augmentée par la toux et une éventuelle présence de dyspnée. Une inspection, en effet, l'hémithorax touché sera moins mobile avec une diminution de l'ampliation thoracique. La palpation, il y aura une ablation des vibrations vocales du côté atteint. L'auscultation, qui retrouvera aussi une ablation du murmure vésiculaire. Et enfin, la percussion, qui retrouvera une matité et un possible niveau liquidien. Quels sont les signes de gravité d'un épanchement pleural liquidien? Il faut tout d'abord prendre en compte le terrain. En effet, cela peut être plus grave si cela intervient sur un terrain d'insuffisance respiratoire chronique, si l'épanchement est bilatéral ou si le patient présente un poumon unique. Les caractéristiques de l'épanchement, son volume, sa vitesse de constitution et après ponction, son type, puisqu'il peut être purulent ou sanglant. Enfin, son retentissement avec des signes d'insuffisance respiratoire aiguë tels que la tachypnée, l'hypoxémie, la désaturation ou des signes extra-respiratoires comme un malaise, une hypotension artérielle, une tachycardie notamment lorsqu'elle est supérieure à 120 par minute ou à l'inverse une bradycardie. Martin, j'imagine que l'imagerie pourrait être utile pour le diagnostic d'épanchement pleural liquidien. Tout à fait, l'examen de la radiographie de thorax est véritablement l'examen clé qui conforte le diagnostic, qui, il faut le rappeler, avant tout clinique, et qui permettra de retrouver sur le cliché thoracique une opacité dense, homogène et non systématisée, non rétractile, qui efface les contours des éléments de voisinage, notamment le cœur, et qui est limitée par une ligne bordante, concave en haut et en dedans, qui est appelée comme la ligne de damoiseau. Est-ce qu'il y a des signes de gravité à l'imagerie? On peut tout à fait retrouver des signes de gravité si l'épanchement est de grande abondance, et on verra par conséquent une opacité totale de l'hémithorax ou un refoulement contralatéral du médiastin. Mais en dehors de la radiographie thoracique, y a-t-il d'autres examens qui sont importants pour le diagnostic? Alors on peut s'aider de la réalisation d'un scanner thoracique qui
n'est pas systématique, mais peut être utile pour évaluer l'abondance de l'épanchement pleural liquidien, d'évaluer ses caractéristiques, l'origine exsudative, transsudative ou la présence de sang ou d'air, l'existence de logettes, de cloisonnement et de brides, et également, ça peut être intéressant pour explorer le parenchyme pulmonaire sous-jacent. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de regarder sur ce scanner? Il ne faut pas oublier de regarder les caractéristiques de la plèvre, est-ce qu'elle est festonnée ou le siège de lésions, et le médiastin, il faut savoir rechercher et identifier des adénopathies. À savoir, le volume de l'épanchement pleural est souvent sous-estimé au scanner car le patient est allongé sur le dos. Et pourquoi dit-on souvent que la ponction pleurale est indispensable lors d'un épanchement pleural liquidien? Alors la ponction pleurale est véritablement l'examen clé, elle permet le diagnostic étiologique et va permettre de différencier ce qu'on appelle un transsudat, qui aura donc un aspect de liquide clair et citrin, et caractérisé à l'examen biochimique par des protides inférieures à 25 grammes par litre. Et les étiologies les plus souvent retrouvées dans cette situation sont l'insuffisance cardiaque, la cirrhose et le syndrome néphrotique. Inversement, l'exsudat est l'autre caractéristique d'épanchement pleural, avec un aspect qui peut être variable macroscopiquement, et la biochimie va montrer des protides supérieurs à 35 grammes par litre, des LDH supérieurs à 200 unités par litre, et les étiologies qui sont retrouvées dans cette situation sont les suivantes: néoplasie, hémopathie maligne, infection, hémothorax et chylothorax. Alors Thaï, si on se met dans la situation d'une pleurésie purulente, est-ce que tu peux nous décrire quels sont les points essentiels à connaître? Oui, bien entendu. Tout d'abord, le contexte sera fortement évocateur, avec son cortège de symptômes habituels en cas d'infection, tels que la fièvre, les frissons, une asthénie avec une altération de l'état général. Il ne faut pas oublier de réaliser la ponction pleurale en urgence, si possible de manière guidée, par exemple sous échographie, et envoyer les prélèvements dans les différents laboratoires qui aideront au diagnostic, tels que la biochimie, la bactériologie et la cytologie. Enfin, le liquide pleural en lui-même, tel que nous l'avons vu précédemment, aura les caractéristiques d'un exsudat, c'est-à-dire avec une quantité de protéines élevée. Il peut y avoir une hypoglycopleurie en cas d'infection bactérienne, avec un examen direct qui retrouvera des germes, et une présence importante de polynucléaires en cytologie. Et Martin, est-ce que cette pleurésie purulente a des caractéristiques particulières à l'imagerie? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on peut voir sur ces deux coupes ici, avec une radiographie de thorax à gauche et une coupe de scanner à droite. On voit une poche pleurale médiastinale qui est enquistée, qui est souvent caractéristique de la pleurésie purulente, ainsi qu'une pleurésie de la grande cavité. Sur ces autres illustrations, qui proviennent également d'une situation de pleurésie purulente, on voit à gauche la radiographie de thorax qui montre un épanchement pleural de grande abondance avec la ligne de damoiseau, et à droite un scanner thoracique qui retrouve là aussi une poche enquistée, et vous avez en bas à droite le prélèvement qui a été réalisé, qui retrouve un liquide purulent dans la seringue et qui sera envoyé ensuite au laboratoire. Alors, outre la pleurésie purulente, il y a d'autres situations comme les épanchements pleuraux d'origine tumorale. Est-ce qu'il y a ici, Thaï, des signes à rechercher de façon plus précise? Oui, tout à fait, Martin. Si on regarde cette coupe de scanner, nous avons donc du côté gauche un aspect de malignité d'une pleurésie avec son caractère qui est circonférentiel. Et nous avons souvent, notamment lors de l'exemple actuel qui est le mésothéliome, un contexte clinique qui est fortement évocateur, tel qu'une exposition professionnelle à l'amiante. Ici, vous avez un autre exemple de pleurésie dans le cadre d'une tumeur maligne, avec cet aspect mamelonné de la plèvre et un envahissement des structures avoisinantes, telles que la lisse costale retrouvée à droite ici, et un envahissement de la paroi thoracique. Pour terminer, un autre exemple d'imagerie avec cette fois un épanchement pleural mixte, aérien et liquidien,
avec ici l'exemple d'un abcès pulmonaire. Les flèches blanches vous montrent les contours de l'abcès pulmonaire et la flèche noire l'interface gaz liquide et la présence d'un niveau hydroaérique. On pourrait également retrouver ce type d'exemple avec un niveau hydroaérique dans le cadre d'un pneumothorax associé à un hémothorax traumatique. Voilà, nous avons terminé. Nous espérons que vous avez apprécié cette présentation et Tai va maintenant vous présenter les messages à retenir. Alors, l'un des messages clés est que le diagnostic est essentiellement clinique et qu'au moment du diagnostic, il faut absolument rechercher des signes de gravité ou de mauvaise tolérance qui vont nous inciter à agir vite. Parmi les examens complémentaires utiles, la radiographie de thorax de face intervient en premier lieu, même si d'autres examens tels que l'échographie ou le scanner thoracique peuvent être utiles afin de mieux caractériser à la fois le parenchyme pulmonaire mais aussi les structures adjacentes. Enfin, la ponction pleurale est l'élément clé du diagnostic. Elle peut parfois être évacuatrice en cas d'épanchement abondant, mais elle permet dans tous les cas de différencier un transsudat d'un exsudat et d'obtenir un diagnostic étiologique. Je vous remercie de votre attention.